Accrochez-vous bien, car nous sommes sur le point de plonger dans un abîme de mystère qui défie les générations et les récits officiels de la criminalité organisée. Qui était véritablement Carlo Gambino, un parrain tout-puissant dont la volonté était loi, craint et respecté par les autres familles mafieuses, ou une figure dont la grandeur fut largement magnifiée par d'autres, peut-être même manipulée par des pouvoirs occultes? Était-il un fervent défenseur des traditions mafieuses, un opposant farouche au trafic de drogue, ou un maître de l'hypocrisie dont la morale n'était qu'une façade? Aujourd'hui, nous lèverons le voile sur l'histoire de Gambino en analysant les différentes perspectives à l'aide de preuves et d'exemples concrets afin que vous puissiez forger votre propre opinion sur cette légende, ou prétendue telle, de la mafia. Préparez-vous à plonger au cœur des jeux de pouvoir complexes, des alliances secrètes et des vendettas impitoyables qui ont façonné son ascension et son règne, révélant un homme aux 1000 facettes dont l'ombre s'étend bien au-delà de son époque. La jeunesse de Don Carlo est empreinte de mystère et imprégnée de l'influence de la criminalité organisée. Né à Palerme en 1902 de Tommaso Gambino et Felicia Castellana, il avait 3 frères et 2 sœurs. Toutes les sources concordent sur les profonds liens familiaux, tant paternels que maternels, avec la mafia sicilienne, une organisation ancrée dans le tissu social de l'île. Certains émettent l'hypothèse que Carlo aurait été formellement affilié à la mafia, une pratique connue sous le nom de initiation ou pugnox puntiuta avant 1921, alors qu'il était encore en Sicile. Cependant, les preuves concrètes à l'appui de cette affirmation restent rares, alimentant le charme et le mystère autour de ses premières années. Il est indubitable cependant que Gambino connaissait bien le modus operandi mafieux. Palerme était un épicentre de hommes d'honneur et ses propres parents en faisaient partie. Il n'est donc pas surprenant que l'idole d'enfance du jeune Carlo ne fût pas un scientifique ou un politicien, mais le célèbre parrain local Don Vito Cassioferro, une figure légendaire à qui l'on attribue le meurtre du détective Joe Petrosino, un service inestimable pour ses homologues outre-Atlantique. Petrosino était une épine dans le pied de la mafia américaine au début du XXe siècle. Il dirigeait la section de la police de New York qui enquêtait sur les crimes dans les quartiers italiens où la mafia concentrait une grande partie de ses activités. Sa persécution implacable des criminels italiens, souvent décrite comme une croisade, en faisait l'ennemi public numéro 1 de l'organisation. En 1909, Petrosino entreprit un voyage en Italie pour recueillir des informations sur les criminels locaux, car il n'existait pas encore d'échange de données d'enquête entre les États-Unis et l'Italie. Son intention était de faciliter les déportations d'immigrants italiens en Amérique, en se basant sur des procès judiciaires ouverts en Italie et de surveiller ceux qui avaient déjà purgé leur peine. Une telle approche aurait porté un coup dur aux mafieux américains, menaçant leurs bases opérationnelles et leur réseau de recrutement. C'est ainsi qu'avec l'aide de leurs collègues siciliens, ils s'assurèrent que Petrosino ne quitte pas la Sicile vivant, orchestrant un assassinat qui résonne encore aujourd'hui dans l'histoire du crime organisé. Selon une version largement accréditée, ce fut Don Vito Cassioferro lui-même qui lui tira dessus, consolidant son statut de héros pour la mafia. Fort de ce bagage d'expérience familiale et de modèle criminel, notre protagoniste choisit lui aussi la voie de la mafia. Bien que les fondations de ce parcours aient été posées à Palerme, Carlo Gambino ne devint un acteur clé de la criminalité organisée qu'aux États-Unis, où il arriva en 1921 à l'âge de 19 ans. En décembre de cette même année, il débarqua illégalement sur les côtes américaines à bord d'un navire marchand, une entrée furtive qui laissait déjà présager une vie en marge de la loi. Les enquêteurs supposent que ce mode d'immigration clandestine était dû à des problèmes légaux que Gambino avait en Italie, peut-être liés à des activités illicites antérieures qui l'auraient empêché d'obtenir un visa régulier. Aux États-Unis, il fut accueilli par des parents maternels déjà installés à New York. Son oncle Giuseppe Castellano était déjà membre de la famille mafieuse, aujourd'hui connue sous le nom de famille Gambino, qui à l'époque était la famille d'Aquila. Et son cousin Paul Castellano est connu des passionnés d'histoire de la mafia américaine pour son conflit ultérieur et fatal avec John Gotti. Certains chercheurs affirment également qu'avant son transfert, Carlo avait déjà une autre connaissance influente à New York, Tommaso Lucchese, qui deviendrait par la suite un parrain mafieux de grande importance. Ils soutiennent que Tommy et Carlo étaient amis d'enfance à Palerme jusqu'à ce que Lucchese parte pour les États-Unis avec ses parents en 1911. Cependant, un autre parrain mafieux de l'époque, Joe Bonanno, affirme que Gambino et Lucchese ne se sont rencontrés et ne sont devenus amis qu'à New York. La vérité reste incertaine car il n'y a pas de preuves irréfutables en faveur de l'une ou l'autre version, laissant place à des spéculations sur les origines de ces importantes alliances. Initialement, Gambino se consacra à des emplois légaux, une couverture typique pour les activités illicites émergentes. Certains disent qu'il travaillait dans la boucherie de son oncle Giuseppe, d'autres qu'il aidait son cousin Paul Castellano dans son atelier de mécanique. C'est à cette période qu'il commença son implication dans le crime par la contrebande d'alcool, une activité extrêmement lucrative pendant la Prohibition. Au début, il n'avait pas ses propres entreprises, mais travaillait pour un membre inconnu de la mafia, l'assistant dans la logistique et la vente.
c'est-à-dire en transportant et en écoulant de l'alcool illégal. Ce fait a généré une certaine confusion, diverses sources associant Gambino à différentes familles mafieuses. Certains le relient à la famille d'Aquila, d'autres à la famille Masseria, mais les deux hypothèses sont erronées. Lui, comme Castellano, était lié à la famille Mineo, à l'époque l'une des plus influentes de New York. La confusion vient du fait que ce n'est que récemment qu'il a été découvert que Mineo était le chef d'une famille indépendante. Auparavant, il était considéré comme un simple capitaine et associé à Masseria, car allié à lui dans la guerre de Castellamarese, ou à D'Aquila, car Mineo venait également de Palerme. En réalité, jusqu'aux environs de 1910-1911, Mineo fit effectivement partie de la même borgata, mais il s'en détacha par la suite avec un certain nombre d'hommes, devenant un parrain indépendant. Un autre facteur qui contribuait à associer Gambino à la famille Masseria était l'implication présumée, non prouvée, de Tommy Lucchese avec la famille Masseria, par l'intermédiaire de laquelle il aurait présenté Carlo. En réalité, Lucchese était déjà lié à la famille Reina, formée entre 1920 et 1921, avant même que Masseria ne devienne parrain. La confusion ici découle du fait que Reina et Masseria provenaient d'une unique borgata qui s'est divisée en deux au début des années 20. À cette époque, Gambino était associé à la famille Mineo et, probablement, entre 1922 et 1930, il en devint un membre à part entière, assumant le rôle de soldat. Il se consacrait assidûment à la contrebande d'alcool et, dans un acte qui renforça encore ses liens familiaux et criminels, il épousa sa cousine Caterina Castellano. Le nom de Carlo Gambino refit surface avec force seulement au début des années 30, dans le contexte turbulent de la guerre de Castellamarese, une vendetta sanglante pour le contrôle des milieux criminels de New York. Masseria, aux côtés duquel militait le parrain de Gambino, Manfredi Mineo, combattait Salvatore Maranzano. À ce stade, Carlo semblait déjà avoir un certain poids dans la famille Mineo, démontrant une capacité précoce à naviguer dans les dynamiques mafieuses complexes. Joe Bonanno, dans son autobiographie, le décrit comme un soldat astucieux et capable de la famille Mineo, tandis qu'un autre mafieux de l'époque, Joe Valachi, affirme même que Gambino était une figure importante dans l'entourage de Masseria, jouissant d'une réputation croissante. Tous deux se souviennent de Carlo dans le contexte d'un attentat où, au lieu de lui, ce fut son frère Paul Gambino qui fut touché. Le frère survécut et Carlo, dans une manœuvre tactique astucieuse avec ses plus proches collaborateurs, passa rapidement du côté de Marenzano, un signe de son pragmatisme et de sa capacité à s'aligner sur le vainqueur. À la fin de la guerre de Castellamarese, qui vit la mort de Masseria et de Marenzano et une réorganisation radicale de la mafia américaine, Carlo se retrouva dans la famille dirigée par Vincent Mangano et, apparemment, fut promu capitaine. Une étape significative dans son ascension. Durant toutes ces naissances, toutes ces années, Gambino avait réussi à rester dans l'ombre, l'une de ses plus précieuses compétences. Pendant pas moins de 9 années, les autorités n'avaient aucune information concrète à son sujet, témoignant de sa discrétion et de sa capacité à opérer incognito. Sa première arrestation n'eut lieu qu'en 1930 pour avoir été interpellé comme personne suspecte. Il fut évidemment relâché, démontrant la fragilité des accusations. Il en fut de même 3 ans plus tard, lorsqu'il fut arrêté pour participation à une escroquerie. Carlo avait mis en œuvre le vieux stratagème de l'arnaque du mouchoir et du billet de banque. L'escroquerie consistait à approcher dans la rue un étranger aisé, se présenter comme étranger et montrer une grosse somme d'argent. Une conversation s'engageait demandant de l'aide pour trouver un hôtel ou d'autres services en échange d'un paiement généreux. Dès que l'argent était montré, un complice s'approchait, exhortant à ne pas montrer de telles sommes en public et à déposer l'argent dans une banque américaine en le retirant petit à petit. On faisait semblant de n'avoir jamais utilisé de banque et de ne pas faire confiance. Le complice, alors, convainquait la victime de montrer à quel point il était facile de déposer et de retirer de l'argent. Tous trois se rendaient à la banque où la victime retirait une somme. Voyant cela, on simulait de la joie et par générosité, on voulait montrer comment, dans son propre pays où l'on ne faisait pas confiance aux banques, on conservait l'argent. On prenait l'argent de la victime, on l'enveloppait dans un mouchoir et on le lui rendait. Cependant, dès que l'argent était enveloppé, le complice distrayait brièvement la victime, pendant qu'on échangeait le mouchoir contenant l'argent avec un autre contenant du papier brouillon pour ensuite s'éloigner sous un prétexte plausible. Carlo réalisa cette ruse dans la petite ville de Brockton, Massachusetts, allégeant à un citoyen naïf de $1 200, une somme considérable pour l'époque, pour laquelle il fut arrêté. Cependant, il réussit à obtenir une libération sous caution et quitta immédiatement l'État, échappant ainsi à la punition pour cette bravade. Un exemple de son habileté à manipuler le système légal. Il n'est pas entièrement clair pourquoi Carlo se livrait à de petites fraudes, étant donné qu'à la fin des années 20, lui et son frère Paul Gambino avaient été identifiés par la police comme les leaders d'un gang indépendant de contrebandiers d'alcool, une activité bien plus lucrative. À la fin de la prohibition, Gambino démontra sa vision entrepreneuriale perspicace. Il crut que la demande d'alcool illégal
illégal resterait élevé malgré l'abrogation de la loi, et il eut raison. Il disposait de fonds suffisants pour acquérir d'importantes distilleries dans 4 États, le Maryland, le New Jersey, New York et la Pennsylvanie. La plupart des contrebandiers, après l'abrogation de la loi, se retirèrent ou tentèrent de légaliser leurs activités. Mais Gambino décela une niche de marché. Outre les alambics, Carlo acheta également plusieurs entreprises qui produisaient des biens utilisant de l'alcool dénaturé, également connu sous le nom d'éthanol. De cette manière, il pouvait acheter de l'éthanol en quantité illimitée, apparemment pour la production de peinture, de diluants ou d'autres produits industriels, sans avoir besoin d'une licence pour la production d'alcool. En réalité, l'éthanol était illégalement livré aux alambics, où les impuretés inutiles devaient être retirées et où il devait être rendu propre à la production d'alcool, c'est-à-dire transformé à nouveau en alcool éthylique pur. Ce n'est qu'ensuite que l'on pouvait produire de l'alcool à vendre à des bars clandestins ou vendre l'alcool lui-même à des entreprises légales de production de boissons. Tout cela, naturellement, se déroulait en dehors du cadre légal, générant d'énormes profits. À qui tout cela servait-il, vous demanderez-vous ? Si l'interdiction avait été levée et que l'on pouvait travailler légalement. En premier lieu, il n'était pas si simple d'obtenir une licence pour la vente d'alcool, en raison des longues procédures bureaucratiques et des réglementations strictes, de sorte que les lieux de vente illégaux restèrent en fonction pendant un certain temps. En second lieu, l'industrie de l'alcool aux États-Unis renaissait pour ainsi dire de ses cendres et l'offre de produits importés ne pouvait pas couvrir la demande croissante qui était auparavant satisfaite par les contrebandiers. Ainsi, dans la première période après la levée de l'interdiction, l'alcool illégal était nécessaire tant aux consommateurs qui recherchaient des alternatives moins chères ou plus facilement accessibles qu'aux producteurs légaux qui devaient rapidement remplacer l'offre qui jusqu'à peu de temps auparavant était couverte par les contrebandiers et avaient désespérément besoin de matières premières, même si elles étaient obtenues de manière pas tout à fait légale. Ainsi, Gambino, qui à l'époque était presque un monopoliste dans la production et la vente d'alcool éthylique illégal dans les États que j'ai mentionnés, amassa une fortune considérable en quelques années tant que ce système resta actif, jetant les bases de son empire financier. En 1937, ces entreprises fictives avaient acheté environ 114 000 gallons d'éthanol, une quantité telle qu'elle suscita les soupçons des autorités fédérales qui, enquêtant, aboutirent à Gambino. Il fut arrêté en juin 1937. Finalement, Carlo et une douzaine d'autres personnes furent accusées de diverses infractions, dont conspiration pour distiller de l'alcool dénaturé, conspiration pour frauder le gouvernement sur l'impôt sur le revenu, possession d'alcool sur lesquels la taxe fédérale n'avait pas été payée et transport illégal d'alcool. En 1939, le procès se conclut et Gambino fut condamné à 22 mois de prison et à une amende de 2 500 $. Cependant, il ne purgea que quelques jours. Ses avocats habiles firent appel, pendant lequel Carlo fut libéré, et le résultat fut l'annulation de la condamnation, car les avocats réussirent à prouver que les écoutes téléphoniques des suspects avaient été effectuées illégalement et constituaient l'une des preuves principales. Presque immédiatement après, il y eut une autre affaire d'évasion fiscale. Mais là aussi, Gambino s'en sortit facilement, ne purgeant que 30 jours de prison. Cette série de succès juridiques démontrait son influence croissante et sa capacité à exploiter les lacunes du système. À cette période, commença également l'épopée des tentatives de déportation, une ombre qui le poursuivit pendant des décennies, mais nous y reviendrons plus tard. Maintenant, nous vous proposons de faire un saut de quelques années en 1940. La première moitié de cette décennie aux États-Unis fut une période extrêmement étrange et propice aux activités illégales. D'un côté, l'industrie de la défense tournait à plein régime en raison de la Seconde Guerre mondiale avec d'importants investissements gouvernementaux, dont une partie se traduisait par des salaires élevés pour les ouvriers des usines. Une main-d'œuvre énorme était requise, ce qui entraîna un afflux quasi immédiat de beaucoup d'argent pour la population. D'un autre côté, cet argent ne pouvait pas être dépensé en raison de la rareté des biens et du rationnement imposé par le gouvernement. Et que se passe-t-il lorsque l'offre légale ne parvient pas à satisfaire la demande? Exactement, ceux qui peuvent la satisfaire illégalement s'activent, c'est-à-dire les mafieux, et Carlo Gambino en particulier, devinrent des acteurs actifs et influents du marché noir, se spécialisant dans la distribution de biens rationnés. Quand je parle de rareté, je ne veux pas dire qu'aux États-Unis on vivait comme à Leningrad pendant le siège. Il y avait presque de tout, mais certains biens essentiels pouvaient être achetés en quantité limitée avec des tickets de rationnement délivrés par l'État comme l'essence et la viande. Carlo s'occupait principalement du premier, un bien vital pour une nation en guerre. Son implication d'ailleurs ne fut connue que dans les années 60 par les mots de Joe Valachi qui décrivit Gambino comme l'un des principaux acteurs du marché noir des bons d'essence à New York. Valachi décrivit en détail le fonctionnement de ce système, un mécanisme bien huilé qui exploitait les besoins de la population.
Le système de distribution d'essence par bons remplit ses fonctions restrictives pendant peu de temps. Presque aussitôt, les consommateurs n'eurent pas assez de carburant pour leurs besoins quotidiens ou professionnels. Le monde criminel, décidé à exploiter cette pénurie, commença par le vol systématique de ces bons. Les gangsters, la nuit, cambriolaient les bureaux de l'administration pour le contrôle des prix où étaient conservés les bons, emportant tout. Souvent, ces activités étaient menées par des groupes indépendants et moins organisés, sans réseau de distribution capillaire, qui vendaient donc les bons en gros à des trafiquants de Cosa Nostra. Gambino était précisément l'un de ces trafiquants de haut niveau. Il achetait les bons à de nombreux voleurs, puis les distribuait via un vaste réseau de détaillants, garantissant un flux constant d'essence illégale et un profit énorme. Très vite, l'État mit fin à la possibilité d'obtenir des bons par des effractions. Il ordonna de les stocker la nuit dans des chambres fortes bancaires bien surveillées, rendant les vols directs presque impossibles. Cela laissa les voleurs sans issue, mais presque aussitôt, des fonctionnaires corrompus de l'administration pour le contrôle des prix prirent leur place, qui commencèrent à voler et à vendre les bons aux trafiquants de Cosa Nostra. Finalement, la situation échappa tellement à tout contrôle que chaque jour, en moyenne, des bons pour 2,5 millions de gallons d'essence étaient vendus sur le marché noir, une industrie illégale aux proportions gigantesques. Malheureusement, nous ne savons pas quel était le volume exact géré par Gambino, mais selon Valachi, Carlo faisait partie de la catégorie de trafiquants dont les affaires hebdomadaires s'élevaient à des centaines de milliers de dollars, confirmant sa position de premier plan dans ce lucratif racket. Et tandis que Gambino accumulait silencieusement son capital et consolidait sa position économique, parallèlement se produisait quelque chose qui allait bientôt transformer l'obscur capitaine en l'un des parrains les plus controversés et les plus puissants de Cosa Nostra. Cette période de croissance économique et de contacts consolidés fut crucial pour son ascension future au sommet. Il existe deux théories principales sur la façon dont Gambino est parvenu au pouvoir, toutes deux profondément enracinées dans les événements de cette décennie. La première le place dans une position proactive, un maître stratège qui a manœuvré les événements à son avantage, évoluant ensuite vers la conviction que Carlo était un acteur fort et indépendant dès les premiers jours de son règne en tant que parrain. L'autre théorie place Gambino dans une position plus dépendante, se développant dans l'opinion que pendant de nombreuses années, Carlo n'a été qu'un pion aux mains d'autres parrains plus puissants, un homme de paille dont le pouvoir était délégué. Les deux théories sont liées au même événement crucial, mais l'interprètent de manière radicalement différente. Et nous allons maintenant tenter de les approfondir pour comprendre laquelle est la plus plausible, mettant en lumière la complexité de sa figure. Commençons notre parcours en décrivant le contexte qui a mené à cet événement. Tout a commencé au début des années 50, lorsque, dans la famille à laquelle appartenait Gambino, celle qui allait devenir la famille Gambino, mais qui à l'époque était dirigée par Vincent Mangano, un conflit interne éclata entre le parrain Vincent Mangano et son adjoint Albert Anastasia, connu sous le nom du Chapelier Fou pour sa brutalité et son leadership de la tristement célèbre Murder Inc. Ce conflit, alimenté par des ambitions personnelles et des divergences stratégiques, se conclut par l'assassinat sanglant de Vincent Mangano et de son frère Philippe au printemps 1951. Après cela, Albert Anastasia, fort de sa réputation et de sa brutalité, devint le parrain. Cet événement provoqua la première scission au sein de l'organe principal de résolution des conflits de la mafia américaine, connu sous le nom de Commission, dont faisaient partie les parrains les plus puissants du pays, et qui avait été créé pour prévenir des vendettas destructrices. Avant l'ascension d'Anastasia, il existait un bloc fort et uni qui agissait de concert, composé de Bonanno, Mangano, Profaci et Magadino. Deux autres parrains, Costello et Galliano, se tenaient plus à l'écart. Après l'élimination de Mangano, Costello, qui était ami avec Anastasia, gagna un allié, formant un autre bloc de pouvoir au sein de la commission. La même année, 1951, Galliano mourut de mort naturelle, et sa place fut prise par Tommy Lucchese, un parrain astucieux et ambitieux, qui ne se contentait pas d'un rôle isolé et noua une alliance stratégique avec Vito Genovese, membre de la famille Costello et désireux de détrôner son parrain Frank Costello. La tension, comme vous pouvez l'imaginer, était considérable et annonçait de nouveaux affrontements. En 1955, le conflit devint même ouvert. Genovese tenta sans succès d'assassiner Costello, ce qui fut un échec retentissant mais marqua un point de non-retour. Frank survécut, mais ébranlé par l'attentat et peut-être las des luttes incessantes, il démissionna de son poste de parrain de la famille, le cédant à Genovese, lequel, avec Lucchese et Magadino, qui étaient passés de leur côté en raison de désaccords avec Bonanno, devint la force dominante au sein de la commission, altérant les équilibres de pouvoir. Anastasia, se sentant menacée par la nouvelle coalition, prévoyait de tuer Genovese et Lucchese, à la fois pour venger Costello, qu'il considérait comme son allié, et par crainte pour sa propre vie, car il aurait facilement pu être la prochaine victime dans ce jeu de massacre. Cependant, il fut dissuadé par Profati et Bonanno qui déclarèrent ne pas vouloir de guerre ouverte et que, si Albert la déclenchait, il se rangerait contre lui. Mais s'il abandonnait l'idée,
il serait de son côté dans un conflit potentiel. Anastasia y consentit, scellant une paix fragile avec ses ennemis, mais en 1957, il fut néanmoins assassiné dans un bain de sang qui secoua l'ensemble du monde criminel. Et ce fut précisément à ce moment que Carlo Gambino le remplaça en tant que parrain, dans une ascension fulgurante et controversée. Cet assassinat est précisément l'événement crucial dont j'ai parlé précédemment, le tournant de la carrière de Gambino et de l'histoire de la mafia américaine. La première version expliquant l'assassinat d'Anastasia soutient que Gambino exploita le conflit existant et, par une manœuvre audacieuse, s'assura le soutien de Lucchese et Genovese, orchestrant un coup d'État bien planifié. Selon cette théorie, Gambino, en collaboration avec le capitaine Joe Biondo de la famille Anastasia, un homme loyal et digne de confiance, élabora le plan détaillé de l'assassinat, confiant son exécution à un autre membre de la famille nommé Steve Harmon, qui, à son tour, rassembla une équipe de tueurs composée de Stefano Mutolo et Arnold Wittenburg. Un homme nommé Andrew Alberti fut également impliqué dans le complot, jouant un rôle clé en cachant les armes dans l'une des chambres d'hôtel du même bâtiment où se trouvait le salon de coiffure du parc Sheraton Hotel, où Anastasia avait l'habitude de se rendre et où il fut brutalement assassiné. Ainsi, les tueurs entrèrent dans le bâtiment, récupérèrent les pistolets, firent irruption dans le salon de coiffure, tirèrent plusieurs coups et disparurent rapidement, laissant derrière eux le chaos et un parrain mort. Après le succès de l'opération, Carlo prit la tête de la famille et devint un allié de poids pour Lucchese et Genovese, qui l'avaient soutenu. Cette version le dépeint comme un maître stratège qui avait orchestré une alliance mutuellement avantageuse, libérant ses amis de l'un de leurs ennemis les plus dangereux et consolidant son propre pouvoir. Selon une autre version, cependant, les choses se sont déroulées de manière totalement différente, réduisant le rôle proactif de Gambino. Cette théorie est apparue relativement récemment lorsque les témoignages d'un informateur secret nommé Alfred San Antonio, un soldat sous la direction du capodecina Charles Dongara, sont devenus disponibles. Selon San Antonio, 3 capidecina d'Anastasia, Charles Dongara, Joseph Ricobono et Joe Biondo, apprirent qu'Albert préparait un attentat contre eux, craignant d'être épuré. Une fois convaincus qu'il ne s'agissait pas de simples rumeurs, mais d'une menace réelle et imminente, ils décidèrent de ne pas attendre leur mort et frappèrent les premiers. Biondo confia la tâche à Steve Harmon, qui trouva les tueurs mentionnés précédemment. Ceux-ci assassinèrent Anastasia, puis les 3 conspirateurs se présentèrent personnellement à la commission pour expliquer les raisons de leurs actions, justifiant l'homicide comme de la légitime défense. Finalement, leurs arguments furent jugés valables et ils ne furent pas inquiétés. Au contraire, la commission reconnut la nécessité d'un nouveau leader pour la famille Anastasia. Genovese et Lucchese saisirent immédiatement cette opportunité pour nommer le gendre de ce dernier, Carlo Gambino, comme nouveau parrain de la famille. Le fils de Gambino, Thomas, était marié à la fille de Lucchese, raison pour laquelle le choix tomba sur Carlo. En outre, cette version suggère qu'au moment de l'assassinat d'Anastasia, Gambino n'était pas le sous-chef, comme on le croit communément, mais encore un capitaine. Et si ce n'avait été le soutien des autres parrains, en particulier de Lucchese et Genovese, qui avaient besoin d'un allié contrôlable, il serait difficilement devenu lui-même le chef de la famille. Cette supposition trouve un crédit supplémentaire dans une conversation enregistrée de Salvatore Santoro, sous-chef de la famille Lucchese. Santoro était un membre de longue date de la mafia, entré dans la famille sous Galliano et promu capitaine sous Lucchese. Par la suite, il fut emprisonné en 1959 et, une fois libéré, fut nommé sous-chef sous le parrain Tony Corallo. Dans les enregistrements, Santoro affirmait que Gambino ne serait jamais devenu parrain sans l'aide de Lucchese, suggérant que ce fut Tommy lui-même qui orchestra son ascension, ce qui s'aligne parfaitement avec notre seconde version. De plus, d'autres paroles de Santoro, dans lesquelles il affirme que même Albert, Anastasia, n'avait pas l'intention de choisir Gambino comme son successeur, nous ramènent à la version selon laquelle, après l'assassinat du vice d'Anastasia et de Frank Scalise, au milieu des années 50, en réalité, sa place ne fut pas prise par Gambino, mais par Nino Conte. Enfin, d'autres paroles de Santoro suggèrent indirectement que le choix de Carlo fut imposé de l'extérieur, car les parrains sont généralement choisis par un vote interne à la famille, un processus démocratique qui, dans ce cas, aurait été contourné. Dans ce cas, Gambino aurait pu ne pas devenir parrain, étant donné que son influence n'était pas supérieure à celle des autres capitaines. Toutes les données de cette version nous amènent à croire que Carlo, une fois devenu parrain, n'était pas en réalité un leader à part entière, mais un protégé de Genovese et Lucchese, à qui il devait son ascension et qui voyait en lui une figure facilement manipulable pour leurs propres desseins. Mais si vous pensez que les jeux de pouvoir mafieux ont cessé après que Gambino soit devenu parrain, je m'empresse de vous informer que non, son ascension le catapulta au cœur d'un tourbillon d'intrigues et de dangers. Carlo se retrouva en effet à leur épicentre,
contraint de naviguer en eau trouble. En premier lieu, il tomba, avec d'autres parrains, entre les mains de la police lors de la tristement célèbre réunion d'Appalachiens de 1957, un sommet de la mafia dont l'un des points à l'ordre du jour aurait été précisément la légitimation de Carlo en tant que parrain. Cet événement fut un coup dévastateur pour la mafia et mit en évidence la vulnérabilité de ses leaders. En second lieu, Gambino dut établir son autorité au sein de la famille, car tous n'étaient pas satisfaits de sa nomination. Il existait un groupe de conspirateurs, en particulier les loyalistes d'Anastasia qui n'acceptèrent pas un nouveau leader imposé qui voulait le déloger. Mais Carlo apprit leur plan et frappa le premier avec une détermination impitoyable. Au moins 2 assassinats sont connus et liés à cette histoire d'épuration interne. Armand Rava, considéré comme le chef des rebelles, et John Robilotto. Apparemment, l'élimination de ces 2 hommes fut suffisante pour normaliser la situation et consolider son leadership, et à partir de ce moment, on n'enregistra plus de telles attaques contre Carlo. En troisième lieu, les problèmes ne se limitaient pas à l'intérieur de la famille. Joe Bonanno, qui au début des années 50 était le chef informel de la coalition de parrains au sein de la commission, laquelle agissait comme un front uni et imposait ses propres conditions, avait presque complètement perdu son influence au début des années 60. D'abord, son allié Vincent Mangano fut assassiné, puis Vito Genovese détrôna Costello de son poste de parrain, formant une puissante coalition avec Lucchese. Ensuite, le frère de Bonanno, Stefano Magaddino, se querella avec lui et passa également du côté de Lucchese. Plus tard, Gambino, lui aussi fidèle à Lucchese, devint parrain. Et enfin, le nouveau membre de la commission, Angelo Bruno de Philadelphie, était également pour Lucchese, complétant un tableau de supériorité écrasante. Bonanno n'avait pour seul allié que Joe Magliocco, qui avait remplacé le défunt Joe Profaci au début des années 60. Dans la famille de Magliocco, la rébellion des frères Gallo faisait alors rage, avec lesquels la commission le laissa se battre seul, l'isolant davantage. Bonanno en profita et convainquit Magliocco de participer à un complot pour assassiner Lucchese, Magaddino et Gambino, afin de faire un coup de surprise et de redevenir la force dominante au sein de la commission. Mais Carlo eut de la chance cette fois encore. Un homme nommé Joe Colombo, que Magliocco avait impliqué dans le complot, se rendit chez Lucchese et Gambino, révélant les plans de son parrain. Magliocco fut finalement destitué et autorisé à mourir en paix car il était malade à l'époque et décéda peu après. Bonanno, bien qu'il niât son implication dans le complot, fut lui aussi destitué de son poste de parrain par décision de la commission. Mais il tenta pendant un certain temps de reprendre le pouvoir par un conflit interne à la famille, jusqu'à ce qu'il abandonne finalement l'entreprise et quitte New York. Après cela, la faction Lucchese-Gambino s'affirma définitivement au sein de la commission. Ils avaient aidé pour allier les familles Genovese, Bruno et Colombo, lesquelles, d'une manière ou d'une autre, devaient les écouter. La supériorité numérique des voix était évidente, le pouvoir était établi, il ne restait plus qu'à le maintenir correctement et non moins important, à le monétiser. Sous sa direction, la famille Gambino grandit en pouvoir et en richesse, surpassant en influence même la redoutable famille Genovese, après l'incarcération de Vito Genovese en 1959. Gambino était désormais le capo dei capi, le plus influent de tous les parrains de New York, un résultat extraordinaire pour un immigré clandestin qui avait commencé par la contrebande d'alcool. Concernant les gains ordinaires de Gambino en tant que parrain, on sait peu de choses sur les détails quotidiens de ses opérations, mis à part le fait que sa famille contrôlait de vastes secteurs du port de New York et de la construction. Il n'est pas clair s'il était directement impliqué dans les rackets courants ou les jeux d'argent, bien que ce fût indubitablement une source de revenus significative pour la famille. Cependant, à ce jour, nous connaissons au moins 2 de ses principales sources de revenus, qui démontrent sa polyvalence et sa capacité à exploiter chaque opportunité. La première est la CGS Associated, une société de relations industrielles, un véritable racket légal sous couverture. En termes très simples, cette entreprise s'occupait de résoudre des problèmes entre travailleurs, syndicats et employeurs. On la contactait lorsque l'on voulait employer de la main-d'œuvre non syndiquée sans problème, lorsqu'il fallait gérer des grèves ou lorsque l'on voulait prévenir toute grève. En d'autres termes, la CGS Associated, dont Carlo détenait une participation, servait de garant criminel pour la conduite stable des travaux. Malgré tout, mécontentement. Le gain de l'entreprise était estimé à $500 000 net par an, et parmi ses clients se trouvait la Wellington Associated, un consortium immobilier propriétaire de l'Empire State Building et à l'époque considéré comme le plus grand opérateur du marché immobilier du pays. Les grèves les plus célèbres gérées par la société furent la grève des infirmières du Fou Hospital et la grève des employés de l'Empire State Building en 1960, toutes deux résolues pacifiquement, grâce à l'intervention de la CGS, démontrant le pouvoir de Gambino même dans des secteurs apparemment éloignés du crime. La deuxième grande source de revenus parvint à Carlo après le décès de son principal allié mafieux, Tommy Lucchese, en 1967. Comme nous l'avons déjà mentionné, le fils de Gambino, Thomas, était marié à la fille de Lucchese et son beau-père l'avait impliqué dans son activité de racket au sein de l'industrie du vêtement de New York, un secteur extrêmement lucratif et facile à contrôler.
Lorsque Lucchese mourut, Carlo décida de propulser son fils dans sa carrière, prenant de fait le contrôle de ce racket lucratif. Le racket ici reposait sur le contrôle des transports de marchandises, sans lesquels, comme on peut l'imaginer, les vêtements n'auraient pu être livrés par les usines et les matériaux pour leur production n'auraient pas été acheminés. Au début du XXe siècle, les transports pour les usines étaient gérés par de nombreuses compagnies logistiques indépendantes. Mais au milieu du siècle, les gangsters en avaient regroupé la plupart en syndicats de façade et, à travers eux, commencèrent à contrôler ce secteur vital. L'homme qui gérait les transports pour Lucchese était James Plumeri. Après sa mort, au début des années 70, Agnello Della Croce, le sous-chef de Gambino, s'affirma pleinement dans le quartier de la confection, consolidant la domination de la famille sur ce racket. Ce contrôle sur les syndicats des transports garantissait non seulement un flux constant d'argent, mais permettait également à Gambino d'exercer une vaste influence politique et économique, devenant un acteur clé de l'économie de New York. Un autre type de gain de Gambino dont il était nécessaire de parler et qui suscite de nombreuses controverses est le trafic de drogue. Carlo est peut-être le parrain de Cosa Nostra le plus cité auquel on attribue l'interdiction de cette activité au sein de la famille, une image qui a contribué à créer une aura de vieille école respectueuse des traditions. Mais fut-ce vraiment le cas? Pour le comprendre, je propose de ne pas nous limiter à examiner les arguments pour et contre, mais d'approfondir et de considérer le problème dans un sens plus large, en abordant le mythe de la non-commercialisation de substances par la mafia en général. Puisque Carlo est ici l'exemple le plus emblématique, une explication de toute la problématique sera opportune et permettra de montrer plus clairement sa position à ce sujet, dissipant certaines légendes urbaines. Commençons par comprendre ce que représente ce mythe, car si vous ne le saviez pas, il s'articule en plusieurs sous-chapitres qui souvent déforment la réalité historique. Le premier consiste en l'idée que la tradition même de la mafia interdisait le trafic de drogue, se basant sur un code d'honneur qui la distinguait d'autres organisations criminelles. Mais quand cette tradition mafieuse s'est-elle formée? Principalement au XIXe siècle, se consolidant au début du XXe. Mais même si l'on considère le début du XXe siècle, les drogues étaient alors légales et librement vendues dans les magasins et les pharmacies. Alors, de quelle interdiction de trafic de drogue parlons-nous si lorsque la mafia se formait, les drogues n'étaient qu'en émergence et n'étaient pas encore considérées comme un problème social ou interdites par la loi? C'est un anachronisme historique. La tradition contre les drogues est une construction d'après-guerre, née pour améliorer l'image publique de la mafia face à une opinion publique américaine de plus en plus hostile. Passons ensuite à l'affirmation que la faute incombe aux mafieux de la nouvelle école, qui pour l'argent vendraient leur propre mère et donc trafiquant de la drogue, contrairement à la vieille école de l'époque de Gambino qui ne se serait jamais mêlée de telles affaires. Cette narration romantique est souvent utilisée pour idéaliser le passé. Cependant, il existe des statistiques et des témoignages directs qui montrent une nette tendance à l'augmentation du pourcentage de mafieux impliqués dans le trafic de drogue. En 1910, ils constituaient environ 10% et à la fin des années 30, déjà plus de 40%. Par la suite, ils auraient presque complètement supplanté leurs principaux rivaux dans la contrebande d'héroïne, les gangsters juifs, devenant les maîtres incontestés du marché. Dans chaque famille, à cette époque, il y avait un homme de la génération de Gambino qui s'occupait de drogue. À titre d'exemple, voici quelques noms illustres. Charles Lucky Luciano, l'un des pères de la mafia moderne, Carmine Galante, les frères Harmon, Joe Biondo, John Harmon et Nicolas Gentile. Et il convient de noter que toutes ces personnes auraient eu une excellente carrière dans la mafia, atteignant des positions de premier plan, malgré leur implication manifeste dans le trafic de drogue. Comme on le voit, aucune interdiction univoque n'existait. Les parrains pouvaient créer une telle règle séparément dans leur famille. Mais comment elle était appliquée est une toute autre question, et très souvent les chefs de famille fermaient simplement les yeux sur le trafic de drogue tant que l'argent finissait dans leur poche, dans un système de connivence silencieuse. Carlo Gambino, très probablement, avait des opinions similaires. Peut-être qu'une interdiction formelle existait, mais elle était très mal appliquée et avec une grande flexibilité. Les frères Harmon et Joe Biondo, mentionnés précédemment, appartenaient précisément à la famille Gambino, et ce dernier fut longtemps son sous-chef, un rôle clé qu'il aurait difficilement conservé s'il avait violé une interdiction aussi rigide. Et l'un des hommes les plus proches de Carlo, son frère Paul Gambino, s'occupa également de la contrebande d'héroïne dès les années d'après-guerre, collaborant activement avec la mafia sicilienne, la principale source d'héroïne pour les États-Unis. Il existe même une théorie selon laquelle l'opération de Paul était en réalité une opération de Carlo, habilement gérée par un prête-nom familial pour maintenir une image de propreté. Et il ne faut pas oublier d'autres parents de Carlo, les soi-disant Gambino de Cherry Hill, qui dans les années 70 commencèrent à construire leur gigantesque empire de la drogue sans que Carlo n'intervienne de manière significative pour les arrêter. Bref, il aurait été plus facile de dire qui, dans l'entourage de Carlo, ne trafiquait pas de drogue. S'il y avait une interdiction, ce n'était que pour rire ou pour sauver les apparences
face au public. Puisque nous avons commencé à parler de ce mythe en général, on ne peut manquer de mentionner sa troisième composante. Ici, on admet que la mafia était impliquée dans le trafic de drogue, mais on lui attribue le mérite d'avoir tenu les substances loin de ses propres quartiers. Presque comme pour dire « ne salissez pas là où vous mangez », pour protéger sa propre communauté. En partie, cela est vrai car les parrains préféraient que la distribution ait lieu dans d'autres quartiers pour éviter des problèmes directs et maintenir un certain contrôle social. Mais cela ne servait à rien pour la société dans son ensemble. Quiconque dans un quartier italien voulait se procurer une dose n'avait qu'à faire quelques kilomètres. Et voilà, la drogue que ses voisins mafieux fournissaient aux trafiquants s'achetait très facilement, alimentant la dépendance et la criminalité ailleurs. En résumé, la mafia non seulement n'avait aucune interdiction systématique des affaires de drogue, mais elle était en réalité le principal fournisseur d'héroïne dans le pays, une industrie de plusieurs millions de dollars. La plupart des dealers qui voulaient vendre de l'héroïne dans la rue travaillaient précisément avec Cosa Nostra, qui contrôlait toute la chaîne d'approvisionnement, de la source sicilienne à la distribution dans les rues américaines. Revenant aux équilibres de pouvoir, nous avons dit qu'après la tentative de coup d'État au sein de la commission par Joe Bonanno, un nouvel ordre s'établit avec un groupe dominant dirigé par Lucchese et Gambino. À ce moment-là, la commission était composée de 9 parrains, 5 de New York, les 5 familles, Genovese, Gambino, Lucchese, Colombo, Bonanno, et un de Chicago, famille Outfit, un de Buffalo, famille Magadino, un de Philadelphie, famille Bruno, et un de Détroit, famille Zerilli. Lucchese et Gambino avaient dit pour allier Buffalo, Magadino, Genovese. Après l'incarcération de Vito Genovese, son successeur Thomas Eboli était aligné avec eux, Philadelphie, Bruno et Colombo. Cette coalition créa un bloc de pouvoir presque inattaquable. Après la mort de Lucchese en 1967, Gambino assuma seul la position de leader de la faction non officielle et jusqu'à la fin de sa vie remplit avec succès ce rôle de capo dei capi de facto. Son règne fut caractérisé par une stabilité sans précédent et une croissance exponentielle du pouvoir de sa famille, qui devint la plus influente de New York et peut-être des États-Unis. La seule problématique significative durant cette période fut Giuseppe Joe Colombo, qui décida d'assumer un rôle public atypique pour un parrain mafieux. Il créa la Ligue italo-américaine pour les droits civils et commença à la promouvoir par tous les moyens possibles, une démarche qui lui donna de la visibilité mais attira aussi une attention indésirable. Il organisait des manifestations, participait à des émissions de télévision, accordait des interviews aux journaux et attaquait l'image de la mafia et de Cosa Nostra, même dans le film Le Parrain, qui était alors en production demandant de retirer le mot « mafia » du scénario. Initialement, Gambino n'entravait pas cette idée, y voyant peut-être un moyen d'améliorer l'image des Italo-Américains, et fit personnellement don de dizaines de milliers de dollars à la Ligue. Mais Colombo ne connaissait pas de limites, attirant à lui l'attention non seulement du public et des médias, mais aussi et surtout du FBI qui voyait en lui une précieuse source d'informations. En décembre 1970, le FBI entra en possession de documents confidentiels de Colombo contenant les noms de tous les membres de la Ligue et le montant de leurs dons, y compris ceux de Gambino, Carlo et d'autres mafieux de haut rang, y compris le parrain des Genovese, Thomas Eboli. Par la suite, tous furent interrogés par un grand jury fédéral, un événement qui fut probablement le point de rupture où l'entreprise de Colombo perdit complètement le soutien de la mafia, qui ne tolérait pas de telles intrusions. Peu après, ils eurent un entretien tendu avec Gambino, durant lequel Colombo refusa catégoriquement de satisfaire la demande de Carlo de dissoudre ou de quitter la Ligue. S'ensuivit un attentat contre Colombo à l'été 1971, lors d'un rassemblement de la Ligue, à la suite duquel il tomba dans un coma prolongé dont il ne se remit jamais complètement. Les principaux intéressés par cet assassinat étaient précisément Gambino et Joe Gallo, un rebelle de la famille Colombo avec qui il avait un conflit interne. Il n'a jamais été clairement établi qui a organisé l'attentat, mais la plupart des enquêteurs et des historiens penchent pour Gambino, qui aurait vu en Colombo une menace à la discrétion et à la sécurité de l'ensemble de la commission. Cet épisode démontra une fois de plus la cruauté de Gambino pour protéger les intérêts et le secret de son organisation. Cependant, si Carlo parvenait à se débarrasser assez facilement de ses ennemis au sein du milieu mafieux, faisant preuve d'une ruse et d'une brutalité inégalée, il lutta toute sa vie contre son principal adversaire, qu'il nommait les autorités des États-Unis, dans une bataille juridique épuisante. J'ai déjà mentionné qu'il fut jugé pour trafic illégal d'alcool et pour évasion fiscale. Mais le problème principal qu'il ne parvenait pas à résoudre et qui le poursuivit jusqu'à la fin était la question de la déportation. Comme vous vous en souvenez, Carlo arriva aux États-Unis comme immigré illégal en 1921. En 1935, il tenta de changer son statut de clandestin en se rendant au Canada et en essayant de rentrer légalement avec un visa. Mais celui-ci lui fut refusé, probablement en raison de son casier judiciaire croissant. Sans se laisser décourager, Carlo retourna malgré tout illégalement aux États-Unis.
En novembre 1936, il fut arrêté pour la première fois pour séjour illégal dans le pays, mais dès 1937, l'accusation fut, pour une raison inexplicable ou une intercession influente, retirée. Ensuite, la guerre commença et Gambino fut oublié par les autorités pendant un certain temps, l'attention étant concentrée ailleurs. On se souvint de lui précisément après la tristement célèbre réunion d'Appalachiens en 1957, lorsque les autorités fédérales intensifièrent leur chasse aux chefs du crime organisé. Mais lorsqu'ils allèrent l'arrêter, il s'avéra que Carlo, peu avant leur arrivée, avait été hospitalisé pour une opération délicate liée à des problèmes cardiaques. Il est impossible d'établir avec certitude s'il s'agissait d'une simple coïncidence ou si Gambino mettait en scène un stratagème astucieux pour échapper à la justice, mais à l'avenir, des ruses similaires, comme l'aggravation soudaine de son état de santé, se présenteraient à plusieurs reprises en cas de problèmes avec la loi, devenant une marque de fabrique de son insaisissabilité. Les autorités de l'immigration ne purent lui notifier l'ordre d'expulsion qu'en août 1958. Le procès fut fixé pour septembre, mais à chaque fois avant l'audience, Carlo se sentait soudainement mal, entraînant des reports continus. Apparemment, il avait effectivement des problèmes cardiaques, car il subit plusieurs opérations au fil des ans. Mais pour les autorités, son état était clairement exagéré et utilisé de manière instrumentale. Néanmoins, la stratégie fonctionnait, à tel point que quelque chose de similaire à la première audience pour l'affaire de déportation n'eut lieu qu'en 1963, 5 années après la première tentative. Là aussi, rien de concret ne fut décidé et les reports constants reprirent en raison de sa santé. Finalement, en 1966, le Bureau de l'immigration réussit à émettre un décret d'expulsion irrévocable basé sur son entrée illégale dans les années 20. Les avocats de Gambino décidèrent de contester la décision par tous les moyens légaux possibles. Et l'affaire retourna dans le tourbillon des audiences constamment reportées qui s'éternisèrent pendant des années, bien au-delà des prévisions. La bataille juridique s'étendit jusqu'en 1970 lorsque le tribunal reconnut la validité de l'ordre de déportation. Cependant, ce fut une victoire à la Pyrrhus pour les autorités. Elles devaient maintenant prouver que Carlo aurait effectivement pu supporter la déportation sans compromettre gravement sa santé, une procédure bureaucratique qu'il exploita habilement. Elles n'eurent pas le temps. Gambino réussit à sortir vainqueur même de ce dernier affrontement. Jusqu'en 1976, l'exécution de la sentence fut constamment reportée grâce à une combinaison d'appels juridiques et de problèmes de santé réels. Et en octobre de cette année-là, à l'âge de 74 ans, Carlo Gambino s'éteignit sereinement de cause naturelle dans sa maison de Staten Island, entouré des siens, échappant à la déportation jusqu'à son dernier souffle et laissant derrière lui un empire criminel et une légende qui fascine et divise encore aujourd'hui. Sa mort marqua la fin d'une ère pour la mafia, mais son nom et son influence restèrent indélébiles dans l'histoire de la criminalité organisée américaine.